Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo revue de livres. Si c'est des vidéos qui t'intéressent, tu trouveras dans la description un lien qui est en fait une playlist avec toutes les vidéos de ma chaîne qui sont du coup des résumés des livres que j'ai aimés. Et donc aujourd'hui on va parler de celui-ci qui s'appelle Apicratie, qui a été écrit par un psychologue qui s'appelle Edgar Cabanas et une sociologue qui s'appelle Eva Illouz. Et donc là, comme on peut le lire en bas de la couverture, en fait c'est un livre qui parle de comment l'industrie du bonheur a pris le contrôle de nos vies. Avant toute chose, il faut savoir que c'est un livre qui est très critique du business qu'il y a autour du développement personnel et de ce qu'on pourrait appeler la tyrannie du bonheur. C'est extrêmement intéressant. Moi j'ai trouvé que c'était un livre très pertinent, qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup apporté et dans l'ensemble en fait j'ai rien à redire sur le contenu. Cependant je pense que c'est important de nuancer le fait que le but ici de ce livre, ce n'est pas du tout de discréditer complètement tout ce que peut apporter la psychologie positive et le développement personnel, mais vraiment c'est une critique du phénomène social, du business, de la marchandisation qu'il y a autour de cette discipline. Et surtout, et c'est le point central moi qui va m'intéresser dans cette vidéo, c'est un livre qui va mettre en lien le rapport qu'il y a entre l'économie capitaliste néolibérale qui est aujourd'hui prédominante dans le monde entier et le domaine du business, du développement personnel et de la psychologie positive. On part déjà d'un postulat dans l'introduction du livre qui est le suivant. Donc on nous explique en gros que le bonheur aujourd'hui, ce n'est plus perçu comme l'œuvre du destin ou des circonstances ou juste comme une absence de chagrin, comme ça a pu être le cas à une certaine époque, mais aujourd'hui le bonheur est défini majoritairement comme un ensemble d'états psychiques qui peuvent être commandées par la volonté. Dans un autre contexte que une société typiquement occidentale capitaliste comme la société genevoise par exemple, on pouvait imaginer que le bonheur ne dépendait pas forcément de notre volonté ni de notre individualité, mais on laissait ce bonheur entre les mains de quelque chose peut-être d'abstrait qui nous dépasse, parfois peut-être même de divin, où le bonheur était perçu plutôt comme une sorte d'idéal à atteindre, peut-être même après la mort selon certaines croyances, sauf que avec l'évolution de notre société de manière générale occidentale, j'insiste là-dessus, on a commencé à percevoir le bonheur d'une manière beaucoup plus centrée sur l'individu, ce qui mène du coup à la vision mainstream qu'on a aujourd'hui du développement personnel et de la psychologie positive, qui dit en gros que le bonheur dépend seulement, uniquement des individus et non pas d'un groupe, d'une communauté, d'éléments extérieurs ou d'un gouvernement, peu importe quoi. Vraiment, on se focalise sur l'idée que le bonheur peut être atteint et doit être cultivé dans une perspective individualiste. Cette conception du bonheur, aujourd'hui extrêmement répandue, notamment dans l'économie du développement personnel et dans le business de la psychologie positive, etc., c'est une conception du bonheur qui désigne un type de personne, entre guillemets, qui correspondrait aux critères suivants. Donc ce serait une personne individualiste, fidèle à elle-même, résiliente, optimiste, qui a de l'initiative et qui est dotée d'une grande intelligence émotionnelle. En gros, selon cette conception du bonheur, si on ne correspond pas vraiment à ces critères, eh ben, on aurait peu de chance d'avoir accès à cette merveille que représente le bonheur et cet objectif ultime qui visiblement est convoité par tout le monde naturellement. C'est en fait une définition qui colle parfaitement à l'image du self-made man ou self-made woman, qui est en gros la personne qui s'est faite toute seule. Typiquement le discours à l'américaine du mec qui était pauvre, qui n'avait rien, et puis en commençant à vendre des stylos dans la rue est devenu millionnaire en quelques années. Et donc c'est vraiment ce type de personne-là, cet archétype de personnalité qui va être mis en avant par les discours qui tournent autour du développement personnel et de la psychologie positive pour expliquer aux gens que c'est en ayant cette attitude, c'est en ayant ces qualités que très probablement on réussira tôt ou tard à avoir du succès, de la réussite et donc atteindre le bonheur. Cette éternelle poursuite du bonheur est propre à la culture nord-américaine. Les auteurs parlent même d'un trait distinctif de la culture nord-américaine. Non seulement c'est très présent dans cette culture, mais aussi ça fait partie d'enjeux politiques, puisque aujourd'hui c'est une philosophie entre guillemets qui s'est répandue mondialement et qui représente un business
immense, on parle de plusieurs milliards de dollars générés par année grâce à l'industrie du bonheur et de tout ce qui touche du coup au développement personnel et à la psychologie positive. Et donc vraiment c'est devenu un réel enjeu sur plein d'aspects qu'on va voir tout à l'heure. D'ailleurs je vais te lire un passage de la page 14 pour illustrer. Les auteurs nous expliquent qu'en quelques années, cette mouvance réussit ce qu'aucune autre n'était alors parvenue à faire. Placer le bonheur en tête des programmes des universités, en très bonne place dans les priorités sociales, politiques et économiques de nombreux pays. Par la grâce de la psychologie positive, le bonheur ne fut plus considéré comme une idée nébuleuse, un objectif utopique ou un luxe inaccessible. Au lieu de cela, il devint un objectif universellement atteignable, un concept permettant de définir les conditions psychologiques nécessaires à la définition de l'individu sain, rencontrant le succès et fonctionnant de façon optimale. Dans cet extrait, on nous donne l'exemple de comment l'industrie du bonheur s'est implantée typiquement dans des universités en proposant des programmes spécialisés, etc., qui vont parler exclusivement de ça, mais on va le voir au fur et à mesure de l'avancée dans les chapitres que le milieu académique n'est pas le seul concerné. Ce qui est très intéressant, c'est que même le milieu scientifique pur et dur s'est intéressé à cette thématique, à ce concept de comment atteindre le bonheur, qu'est-ce que c'est le bonheur, et donc le fait que la science s'en mêle donne un sentiment d'extrême légitimité aux personnes en fait qui prônent cette vision-là de la vie et des personnes en fait. Donc beaucoup de personnes qui sont dans le milieu du développement personnel et de la psychologie positive vont faire référence à ce qui est scientifiquement prouvé, aux recherches scientifiques sur ce qu'on a découvert par exemple en neurosciences ou je ne sais quoi. Et donc il y a vraiment énormément de sphères en fait qui se sont rassemblées autour de cette thématique et qui ont pu créer du coup cette économie du bonheur que l'on va analyser aujourd'hui et qui s'est étendue mondialement. Sauf que les auteurs de ce livre nous expliquent qu'en fait cette science sur laquelle s'appuient ce qu'ils vont appeler les prosélytes du bonheur n'est en fait qu'une pseudo-science à leurs yeux et ils partent du principe que en fait il y a beaucoup d'effets pervers et de postulats défectueux dans les bases scientifiques entre guillemets qui sont utilisées pour justifier en fait le business du développement personnel et de la psychologie positive. Donc chapitre 1, on nous parle de l'apparition et de la montée de la psychologie positive et de l'économie du bonheur. Donc ça c'est un peu plus historique. Bébé s'il te plaît. Les auteurs nous expliquent qu'en moins de 10 ans, la recherche s'est énormément intéressée à ce domaine et que le développement de la recherche a été fulgurant puisque absolument tous les secteurs ont commencé à s'y intéresser. Notamment, on nous dit à la page 36, très vite, la psychologie n'a plus été la seule concernée, le sont tout autant devenus l'économie, l'éducation, la thérapeutique en général, la santé, la politique, la criminologie, les sciences du sport, le bien-être animal, le design, les neurosciences, les humanités, le changement et les affaires. Dans ce mouvement général d'intérêt pour cette nouvelle discipline, on a vu émerger des psychologues du coup se revendiquant de la branche positive de la psychologie, qui se revendiquaient comme indépendants de la psychologie traditionnelle, en jugeant que celle-ci était peut-être trop négative et trop pessimiste et donc qu'il fallait trouver un substitut en fait à cette psychologie traditionnelle en faisant du coup de la psychologie positive. Et donc ils considèrent que leur discipline est un substitut nécessaire. Et on ne parle pas de business ou de marché pour rien, puisque littéralement les économistes ont commencé aussi à travailler main dans la main avec les psychologues se revendiquant de cette branche pour développer tout simplement ce domaine. Le bonheur n'est donc plus quelque chose de relatif propre à des traits culturels, religieux, communautaires, sociologiques. C'est devenu une ressource individuelle, exploitable par chaque individu. En effet, si on gardait une vision du bonheur comme étant quelque chose de relatif, comme dépendant d'énormément de critères, ça poserait problème aux psychologues en question et aux économistes qui du coup ne pourraient pas appuyer leurs propos comme des vérités absolues en disant regardez le bonheur en fait ça ressemble à ça, ça peut être quantifié comme ça et il y a telle méthode en fait pour l'atteindre. Voir le bonheur comme quelque chose de relatif
c'est aussi un problème puisque en fait on pourrait plus vraiment pousser les gens à vouloir en consommer. Et donc il y aurait une perte de profit et de potentiel bénéfice par rapport à leur business, puisque, on va le voir tout à l'heure, vendre le bonheur comme une marchandise qui n'est pas relative du coup, ça permet d'inciter les gens à dépenser énormément d'argent dans le but d'atteindre ce bonheur. Prenons l'exemple de la crise économique immense qu'il y a eu en 2008. On nous dit donc que de plus en plus de pays ont été conseillés, littéralement, par des psys et des économistes, quelle coïncidence, de recourir à des indicateurs de bien-être. C'est-à-dire que le monde se pétait la gueule, l'économie n'allait plus bien, et donc on disait aux gouverneurs, aux politiques, de créer un indicateur de bien-être pour évaluer la population en temps de crise. On nous dit, page 53, il s'agissait d'imposer le concept de bonheur national brut. Donc plutôt que le PIB, qui est le produit intérieur brut, on utiliserait donc un indicateur qui serait le BNB, bonheur national brut, en le présentant comme un indice bien plus pertinent que le PIB, mais aussi des extensions de ce concept. L'indice de bien-être économique, les dimensions économiques du bien-être, l'indice de bien-être durable ou encore l'indice de développement humain. Depuis 2008, tous les pays se sont peu à peu rangés dans une plus ou moins grande mesure assez pratique. Donc là, on voit bien que le bonheur, il s'est élevé à des rangs institutionnels extrêmement importants qui ont tout à voir en fait avec comment du coup on va financer, gouverner, réguler une ville, une société, un pays en général, et du coup on parle vraiment de oui, d'un marché en fait du bonheur qui va permettre de pouvoir évaluer sa population, de voir comment on va gérer les temps de crise, de voir comment on va pouvoir faire en sorte que les gens ne se rebellent pas, ne fassent pas de coups d'état, de manifestations, je ne sais quoi. Et donc il ne s'agit pas juste de vendre 2-3 livres pour essayer d'aider les gens à s'en sortir dans des moments compliqués. On parle vraiment de politiques publiques qui vont émerger en fait de cette nouvelle philosophie grandissante et s'institutionnalisant de plus en plus à peu près partout. Exemple parfait, Coca-Cola, qui est donc une entreprise qu'on n'a plus besoin de présenter, n'est-ce pas, qui est présente absolument partout dans le monde, dans tous les pays du monde, et donc qui propose et qui implante d'ailleurs dans les endroits où elle est présente des instituts du bonheur. En gros, ça s'appelle Coca-Cola Institute of Happiness. Le but de cet institut Coca-Cola du bonheur, c'est de publier des rapports sur le sujet du bonheur grâce à leur Happiness Barometer, en gros un baromètre du bonheur que Coca-Cola propose pour pouvoir faire des rapports. Et je pense que les publicités Coca-Cola sont une très bonne illustration en fait de comment dans le marketing de cette marque on a inclus l'idée de bien-être et de bonheur, puisque à chaque fois que quelqu'un ouvre une pauvre bouteille de coca sur une terrasse, on dirait que cette personne a gagné au loto, que sa vie a changé pour toujours, et donc il y a vraiment cette philosophie qui s'est implantée dans leur image de marque et dans leur marketing. Revenons donc à cette histoire de baromètre du bonheur. On nous dit, page 55, en dépit de tout ce qui les sépare, les psychologues positifs et les économistes du bonheur partagent une conviction. Le bonheur n'est donc pas une construction souffrant d'un quelconque défaut par rapport à la conception qu'on en a, il serait une notion objective, universelle, susceptible d'être mesurée de façon impartiale et exacte. C'est donc ce que Coca-Cola propose avec son baromètre du bonheur, c'est-à-dire quantifier, mesurer le bonheur de leurs clients et voir comment cela peut être utilisé dans leur business. Ce qui est particulier, c'est que si comme moi tu es né dans ce type de société à ce moment-là à peu près de l'histoire, probablement que comme moi tu as intégré l'idée que le bonheur était un objectif qui était poursuivi par absolument tout le monde de façon spontanée, naturelle et comme si ça allait de soi en fait. Et quand on y pense, cette idée, elle vient pas de nulle part. En fait, c'est pas du tout juste un instinct de survie basique de ne pas mourir quand on est un être humain et qu'on respecte les lois de la nature ou je ne sais quoi. L'idée que le bonheur est un objectif à atteindre n'a pas toujours été présente. On va nous parler donc maintenant des big data, qui sont en fait nos données virtuelles, qu'elles soient de nos téléphones, de nos ordinateurs, nos différents réseaux sociaux, nos photos dans nos téléphones, nos messages, nos emails, bref, toutes ces données accumulées sur nous avec nos numéros de téléphone, compte bancaire, prénom, nom de famille, adresse, etc., qui sont accumulées dans le monde virtuel. Tout ça, c'est les big data. Et donc, on nous dit qu'il y a eu une introduction du concept de bonheur dans la gouvernementalité.
grâce au big data. Oui, 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 monsieur. Tu n'es pas sans savoir, j'imagine, que nos données sur Internet sont beaucoup utilisées dans l'économie, puisque typiquement les algorithmes qui nous proposent exactement la robe dont on a parlé hier à un repas et qu'on a enregistré sur Pinterest 150 fois, eh ben c'est pas un hasard si elle apparaît tout d'un coup sur ton fil d'actualité, c'est parce que grâce à nos données, grâce aux cookies qu'on accepte et à l'enregistrement en fait de tout ce qu'on met sur Internet dans les big data, eh ben, disons que les entreprises utilisent ce qu'elles savent sur nous pour orienter notre consommation, pour nous proposer des produits plus adaptés à ce que l'on recherche, etc., sans pour autant qu'on y participe activement. Donc en fait, ces données de masse et ces statistiques de masse, elles permettent aux chercheurs de mettre la main, page 60, donc là je lis, de mettre la main sur une information inestimable qui leur permet d'exercer une influence non seulement sur les aspects les plus courants de l'existence individuelle, en nous dirigeant par exemple vers les informations que nous devrions lire, en nous disant quelle publicité regarder, quelle musique écouter selon l'humeur du moment, quels conseils sur la santé et le style de vie à prendre en considération, etc., mais aussi sur les modèles comportementaux les plus généralisés. Donc ce n'est plus tant toi, Caro, 24 ans, qui cherche la robe de soirée de ses rêves et qui la trouve comme par hasard exactement au bon endroit, mais ça concerne vraiment la population dans son ensemble. Donc il y a une vraie influence de masse qui peut être exercée grâce à nos big data. En 2014, il y a eu un scandale chez Facebook qui en fait relevait d'une expérimentation faite sur 689 000 usagers de Facebook sans les informer. En fait, tout simplement, Facebook a décidé d'utiliser les données de presque 700 000 personnes pour faire de la recherche sans leur consentement. Et donc, cette expérimentation, en fait, relevait d'une manipulation de contenu. C'est-à-dire que Facebook essayait de voir dans quelle mesure les usagers pouvaient être manipulés en fonction de ce qu'on leur proposait sur leur fil d'actualité et ce genre de choses. Donc ça, c'est un scandale, mais il y en a d'autres. Et en fait, tout ce que ça révèle, c'est que, déjà petit 1, le bonheur, c'est un enjeu vital aujourd'hui pour les entreprises et les politiques. On ne peut plus faire d'argent ni de politique si on ne prend pas en considération le concept du bonheur tel qu'il est vu aujourd'hui et comment il est implanté dans notre économie. Le bonheur est donc aujourd'hui, dans cette grande industrie du business, du développement personnel et de la psychologie positive, vu comme une unité de rendement. C'est quelque chose que l'on va pouvoir utiliser pour investir et avoir des bénéfices. Et ça, c'est complètement à mettre en lien avec le comportement consumériste de manière générale de nos sociétés occidentales actuelles. Les auteurs expliquent que les politiques publiques qui vont être pensées en fonction de cet indicateur du bonheur tel qu'il est présenté aujourd'hui par ce business et cette discipline, en fait, c'est juste une manière de créer un immense écran de fumée pour masquer les déficiences importantes qu'il y a à un niveau structurel dans une société. C'est-à-dire qu'on ne va pas questionner des problèmes comme les inégalités entre riches et les pauvres, les inégalités de salaire entre les genres, la mauvaise prise en charge des handicaps et des maladies, ce genre de choses, ou juste la répartition des richesses absolument désastreuse d'un point de vue écologique, humain, etc. Donc en fait, ça, on s'en fout, parce que le bonheur, tu comprends, ça dépend de ton introspection personnelle, de ta réflexivité, de ton individualité. Et donc évidemment, c'est plus facile d'apaiser les foules en leur disant qu'elles vont être heureuses, quoi qu'il arrive, parce que en fait, c'est pas la société qui va les rendre plus heureuses, mais c'est elles-mêmes, plutôt que de remédier à ces problèmes structurels qui font que ces gens, pour beaucoup, souffrent. En fait, c'est une vision des choses qui ne prend pas en compte l'importance des inégalités sociales dans le bien-être des personnes en misant exclusivement sur leur monde intérieur et sur leur réflexivité personnelle. Ce qui permet de ne pas questionner les déficiences sociales, ce qui permet de ne pas remettre en question le pouvoir, ce qui permet de ne pas bousculer les élites, ce qui permet de maintenir l'ordre en place, et notamment l'ordre économique et politique. Page 70, on nous dit « Apparemment, l'inégalité sociale ne s'accompagnerait pas du moindre ressentiment. Bien au contraire, elle serait, nous dit-on, à l'origine d'un facteur espoir en vertu duquel la réussite du riche serait plutôt perçue par le pauvre comme une incitation. L'espoir et le bonheur se verraient ainsi élevés au statut d'éléments motivants
poussant à la réussite. Un tel développement n'a en réalité rien de surprenant. Les valeurs méritocratiques et individualistes qui sous-tendent l'idéologie du bonheur occultent totalement les différences de classe pourtant fondamentales. En gros, c'est une vision des choses qui te dit que plutôt que de te plaindre d'être pauvre et de faire en sorte de changer le monde pour qu'il n'y ait plus de pauvres, eh ben, tu devrais t'inspirer des riches et essayer de faire partie d'eux. En alimentant une vision de la mobilité sociale qui n'est pas du tout réelle, parce que en fait aujourd'hui on a l'impression que tout le monde peut devenir riche, tout le monde peut devenir millionnaire parce que le capitalisme le permet, alors que dans les faits, les gens qui passent vraiment de 0 à 100 à l'échelle sociale, c'est un petit grain de sable dans la masse de la population. Et donc c'est juste une manière de pacifier les masses et de faire en sorte qu'elles ne se révoltent pas, qu'elles continuent de se casser la santé, de serrer la ceinture et de subir en fait les problèmes qu'elles ont en fonction des problèmes qu'elles ont. Posons-nous donc la question, pourquoi dans nos sociétés, c'est le bonheur qui est tant recherché et qui est la valeur principale, et non pas, par exemple, la justice ou la prudence ou encore la solidarité. Donc si tu as bien suivi, la réponse tu la connais, tout simplement parce que le bonheur correspond parfaitement à des valeurs individualistes et donc colle aussi parfaitement au capitalisme, au néolibéralisme et donc à la société d'aujourd'hui. Dans cette vision-là des choses, le moi, l'individu est devenu l'instance suprême, ce qui fait donc que le principe de solidarité, de communauté, de social, en fait, est complètement passé sous silence, au profit d'une idéologie très centrée sur la personne. Comme on le voit depuis le début de la vidéo, les adeptes de la psychologie positive et de l'industrie du bonheur se fondent énormément sur des valeurs individualistes. Or, dans les sociétés les plus individualistes, il y a beaucoup plus de suicides et de dépression que dans d'autres. Donc, si dans une société où l'individualisme est poussé à son extrême, il y a donc plus de suicides et de dépression, ça voudrait dire que dans une société qui recherche absolument le bonheur à tout prix, sur ces valeurs-là, eh ben, on va avoir les mêmes conséquences sociales sur les personnes. Tout simplement parce qu'en fait, ça alimente l'idéologie de la responsabilité individuelle. Les gens souffrent, et en plus de devoir souffrir des conditions matérielles de leur vie, de choses qu'ils n'ont pas choisies, eh ben ils vont culpabiliser d'en souffrir, parce qu'on leur dit en gros que cela dépend, enfin leur bien-être et leur bonheur dépend d'eux, en fait. Donc il y a une double dynamique négative qui va s'installer et qui peut, logiquement, mener à des détresses telles que la dépression ou le suicide. Et le résultat de tout ça dans le monde du travail, typiquement, c'est que le fait de responsabiliser les personnes par rapport à leur situation, c'est une technique qui facilite les restructurations et les réorganisations des entreprises en licenciant des gens, en les payant moins ou peu importe, sous prétexte que travaille un peu sur toi-même et tu verras que cette situation, en fait, elle sera pas si merdique. T'inquiète, tu vas la gérer. Pour illustrer quelque chose de plus concret, on va parler du métier, entre guillemets, de Chief Happiness Officer. Qu'est-ce que c'est? En gros, c'est des gens qui proposent des services d'experts en bonheur. À la page 132, on nous dit « Ces spécialistes proclament à leur tour recourir à des techniques bien précises, homologuées scientifiquement, visant à inculquer aux salariés, quels qu'ils soient, des savoir-faire d'autorégulation et de résilience, supposés les rendre capables de prendre des décisions seuls, d'être à l'aise dans leur rapport avec leurs collègues, de composer avec l'incertitude, de s'adapter à des changements inattendus et d'envisager l'adversité sous un autre angle de façon positive et productive. » Donc c'est vraiment quelque chose qui est propre à la culture d'entreprise telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est-à-dire que l'on va carrément payer des gens pour essayer de faire que les employés soient plus heureux, pour que des employés plus heureux se sentent encore plus motivés à l'idée de travailler et donc d'alimenter le capital de son entreprise et donc juste de continuer à alimenter la machine, cette merveilleuse machine économique qui est à l'origine de tellement de problèmes à l'échelle mondiale comme par exemple la crise climatique à tout hasard, ou encore les crises sanitaires, ou encore la destruction de la faune et de la flore, ou encore la détérioration immense de toute une partie de la population complètement exploitée à l'autre bout du monde, ou pas d'ailleurs. Toute cette idéologie, en fait, elle a modifié profondément le rapport qu'il y a entre les salariés et leur organisation, notamment le contrat qu'il y a entre le salarié et son patron. Le contrat
qui était la base du travail avant ce changement profond de fonctionnement. En fait, c'était un contrat qui stipulait les obligations réciproques. Toi, tu signes, tu as des obligations envers ton patron et ton organisation, et ton patron et l'organisation a des obligations envers toi. Et ça, maintenant, c'est plus trop de cette manière-là maintenant que c'est acté, disons, mais on va plutôt miser sur une sorte de confiance et d'implication du salarié. C'est-à-dire qu'on va peut-être moins leur mettre la pression en mode voilà, t'as signé, c'est écrit noir sur blanc, tu dois faire ci, ça, 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 ça. Là, c'est plus, on va inciter en fait les employés à s'investir d'eux-mêmes. Et en fait, les auteurs nous disent que ça brouille la frontière qu'il y a entre le milieu professionnel et la vie privée. Il et elle parlent carrément d'un rapprochement de l'environnement de travail du foyer. C'est-à-dire que vraiment, on va essayer de ne plus traiter les gens comme des employés comme ce qu'ils sont, mais de leur implanter l'idée que le travail n'en est pas. Le travail, c'est la famille, c'est la maison, c'est comme chez toi. Et du coup, c'est vraiment dans le but de cultiver cette idée que ici, on se sent bien, c'est le bonheur, etc., etc. Alors, ça peut être super positif, présenté comme ça. D'ailleurs, moi, je travaille pas mal comme ça avec les gens avec qui je bosse. Mais on va voir pourquoi les auteurs mettent ça en lumière dans cette critique globale dans le livre. Le travail, de ce point de vue, n'est plus perçu comme un devoir ou une nécessité dans ce monde, mais plutôt comme une chance, comme quelque chose de génial qui peut arriver. Le nouvel ordre économique et social, c'est tout simplement les changements qu'il y a dans l'entreprise, dans le marché, dans les relations internationales, etc. C'est juste que le travail change, le travail bouge, il y a énormément de nouveaux métiers, je fais ce genre de métier, et donc cette nouvelle façon de travailler, elle bouleverse plein de choses dans la société. Les auteurs nous parlent d'une nouvelle culture du travail fondée sur l'affaiblissement des régulations étatiques. Donc ça, c'est typiquement le libéralisme, c'est-à-dire que l'État intervient moins dans le monde du travail, dans les échanges économiques, etc. Et on va accorder une primauté à la responsabilité individuelle. Les entreprises sont responsables de ce qu'elles font, les employés sont responsables de ce qu'ils font au sein de leur entreprise, l'État ne s'en mêle pas, et donc faites en gros à peu près ce que vous voulez et vous vous démerdez. Et donc ça se fait aux dépens de la responsabilité collective et de la solidarité. Le travail, page 139, est ainsi dépolitisé et psychologisé. L'intervention managériale se focalisant dès lors non plus sur les organisations, mais sur leurs salariés et leurs collaborateurs. À la page 140, on nous explique que les employés savent réagir positivement à des exigences impliquant une grande diversité de tâches, à la reconfiguration de leur poste, à la restructuration de leur cadre de travail, que ça ne les perturbe pas. Ils savent improviser lorsque les situations évoluent brusquement et savent aussi améliorer les résultats en s'appuyant sur les enseignements qu'ils ont tirés d'expériences difficiles. La résilience permet ainsi de maintenir des hiérarchies implicites, puisqu'elles ne sont plus si obvious qu'avant, de légitimer les idéologies dominantes et les exigences des employeurs. Quant au coût psychologique des situations professionnelles problématiques, instables, peu satisfaisantes à tout égard, les employés sont désormais invités à s'en occuper eux-mêmes. Les auteurs nous parlent d'une fausse impression d'autonomie, parce que tout ça du coup, et on en revient à cette histoire d'idéologie du bonheur, s'inscrit dans ce fameux écran de fumée dont on parle depuis le début, qui est que sur le papier ça a l'air Tu peux attendre 5 minutes ? Puisque sur le papier, ça a l'air génial, hein, c'est regarde, tu travailles pas vraiment, regarde, il n'y a pas vraiment de hiérarchie entre nous, et puis t'es pas vraiment mal payé, enfin bref. Alors que dans les faits, ça reste une relation de pouvoir et de domination dans un système mortifère comme le capitalisme. Les employés y pensent donc être autonomes, mais ils ne le sont pas. Ce qui va brouiller à nouveau le rapport de domination qu'il y a au sein du travail, comme on peut le lire à la page 145. Les auteurs nous disent que les entreprises demandent à leurs salariés et collaborateurs d'être productifs n'a bien évidemment rien d'anormal, mais qu'elles manipulent et déforment le langage dans l'intention de les persuader que tout cela est mis en œuvre dans leur intérêt et non pour leur profit, à elles, est un véritable problème. On fait croire aux employés que tout ça est fait dans leur intérêt. Maman! Et le noyau du problème, c'est vraiment ce mensonge initial qui est de dire qu'en fait, l'entreprise rend service est là pour l'intérêt de l'employé, alors qu'en fait, les intérêts
réels qui sont servis, c'est ceux de l'entreprise et de l'organisation. Et c'est notamment des intérêts économiques. Et c'est pas parce qu'on va habiller tout ça et saupoudrer les discours de self-care, de bonheur, de santé, de machin, en incrustant des experts du bonheur dans les entreprises, que ça fait du rapport de travail quelque chose de moins hiérarchisé. Ça reste toujours un rapport avec quelqu'un qui emploie une autre personne et qui a un pouvoir sur sa vie et qui va tirer des profits du travail d'autrui. Alors évidemment que dans un monde capitaliste, je préfère 10 000 fois le genre de métier que je fais qui s'inscrit carrément dans cette logique, en tout cas en ce qui me concerne, que de devoir aller à l'usine, comme a pu le faire par exemple ma grand-mère dans les années 40, tu vois. Donc le but ici, c'est pas de dire que c'est complètement... Enfin, on va pas se plaindre. Donc le but ici, c'est pas de cracher dans la soupe que je bois, mais c'est d'avoir un regard critique dessus et de ne pas oublier que, en fait, quoi qu'il arrive, tout ce qu'on fait, on le fait parce qu'on doit survivre en fait. Rares sont les personnes qui ne vont pas travailler dans leur vie pour pouvoir survivre, c'est une minorité extrême, sinon pour toutes les autres, comme toi et moi, et que ce soit sur YouTube ou au McDo ou en étant prof, peu importe, il faut qu'on travaille pour survivre et dans tous les cas, on est dans un système qui nous exploite. Moi par exemple, je fais ce métier, mais bon, je le répète dans toutes mes vidéos, je suis une meuf giga précaire en réalité. Alors oui, il y a des gens qui sont plus pauvres que moi, je le sais, mais je dis même pas ça pour me plaindre ou quoi, c'est juste dans les faits. Disons que ça reste une forme d'exploitation parce que si j'étais payée à l'heure, par exemple, par rapport au travail que je fournis, clairement, je gagnerais pas ce que je gagne actuellement. Et au contraire, il y a des gens qui gagnent excessivement beaucoup d'argent grâce à un post Instagram par exemple, et on peut questionner ça, tu vois, sur le fait de pourquoi maintenant l'audience et le fait d'avoir un public, ça vaut autant d'argent, et on en revient à l'éternelle chanson qui est que ça vend, et ça s'inscrit dans la logique du capitalisme. Non seulement poursuivre le bonheur ferait de nous de meilleurs travailleurs et donc de meilleurs participants et collaborateurs du capitalisme, mais la recherche du bonheur ferait de nous aussi de meilleurs citoyens, puisque le bonheur serait donc l'apogée de la vie, l'objectif ultime que l'on recherche tous et toutes, sauf que c'est un concept qui est inatteignable, puisque dans la rhétorique de la science du bonheur, ça reste quelque chose que l'on peut avoir toujours plus. C'est-à-dire que à chaque fois que tu vas atteindre un stade dans lequel tu es supposé avoir capter du bonheur et avoir accès à ce bonheur, il y aura toujours des choses en plus que tu pourras faire pour avoir encore plus de bonheur. Et donc cette logique-là, roulement de tambour, elle colle parfaitement avec l'idéologie capitaliste de l'infiniment plus et de l'infini bénéfice en plus que l'on peut avoir. La recherche de bonheur, en fait, c'est un besoin insatiable à combler qui s'inscrit en fait dans une incomplétude fondamentale du moi. Je m'explique. En fait, il y a un double discours dans la science du bonheur, c'est-à-dire qu'on nous dit le bonheur est à portée de main. Le bonheur, tu peux l'avoir comme ça, si tu achètes mon application, si tu achètes mon livre, si tu fais mon coaching, si tu vas à ma conférence, si tu me payes ce produit, si, c'est ça. Mais le problème, c'est qu'à côté, tu peux avoir atteint tous les stades au monde qui sont supposés avoir coché les cases du bonheur, et on va encore te proposer des choses pour être encore plus heureux. Comme si, en fait, il n'y avait jamais de fin à l'accession au bonheur. Dans cette logique, le bonheur, c'est plus du tout juste une émotion. Le bonheur, c'est devenu une marchandise que l'on peut éternellement exploiter et qui est imbriquée dans le marché et façonnée par ce marché. Plusieurs problèmes à ça. Déjà de 1, la science du bonheur a tendance à complètement négliger le rôle de l'inconscient qui pourtant est extrêmement important dans le fonctionnement humain et dans son humeur, sa joie ou ses tristesses. Deuxième problème, c'est que l'autorégulation excessive présentée par la science du bonheur, elle est souvent présentée comme sans risque. Alors qu'en fait, c'est pas anodin d'être constamment en train de se scruter, de se surveiller, de s'auto-analyser et de s'auto-juger aussi. On va prendre un exemple qui n'est autre que l'application Happify, qui donc est une application payante par abonnement, donc on paye tous les mois, et qui propose des kits spécialisés de bonheur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une application dans laquelle tu vas traquer énormément de choses, tes habitudes, écrire des remarques, mettre des petits smileys pour voir si tu étais content, pas content, bref. Donc c'est une application qui vise à analyser ton niveau de bonheur au quotidien. Et donc à la page 162, on nous explique ce que sont ces kits. Donc Happify en fait propose aux nouveaux utilisateurs des kits spécialisés en fonction des thématiques qu'ils veulent développer, comme par exemple la famille et les enfants, ou encore l'amour et la vie intime,
ou encore le travail et l'argent. Et donc les auteurs nous disent, l'un des plus remarquables est intitulé, entre guillemets, des solutions pour mieux travailler. Il s'agit ici de former les salariés aux émotions positives afin de les rendre plus productifs, plus concentrés, plus impliqués dans la vie de leur entreprise. Donc non seulement ce sont des applications qui vont rentrer totalement dans la logique du big data, puisque les utilisateurs ils vont mettre des notes par rapport à ce qu'ils ressentent tous les jours, ils vont quantifier et donc alimenter l'idée que le bonheur est une sorte de marchandise. Et ça, en fait, ce big data, ça va permettre de calculer le retour sur investissement de l'application, tout simplement, pour voir, en fait, du coup, est-ce que les gens, ils sont satisfaits de l'argent qu'ils mettent là-dedans, et nous, combien d'argent ça nous rapporte, que eux soient heureux. Et pour les auteurs, en fait, ce genre d'outils sont des outils, en réalité, de surveillance de soi, et de surveillance de masse aussi, du coup, grâce au big data. D'ailleurs, le bonheur comme marchandise, on le voit parfaitement dans la logique du personal branding, c'est en fait le marketing autour de sa personnalité. Selon les chercheurs Lair et Sullivan, le personal branding est une stratégie professionnelle pour s'en sortir dans un monde du travail toujours plus individualiste. Et deuxièmement, c'est l'illustration parfaite de l'auto-mercantilisation. On marchandise, on capitalise sur nos personnalités. Dans son livre The Happiness Effect, Donna Freitas analyse les effets de l'idéologie du bonheur sur les jeunes par rapport aux réseaux sociaux. Et donc, on peut lire à ce sujet, donc ça c'est elle qui parle, les lycées et les universités où j'ai mené mes recherches étaient incroyablement divers sur les plans géographiques, ethniques et socio-économiques. Pourtant, tous leurs étudiants, sans exception, avaient une seule et même préoccupation dévorante et massivement relayée par les réseaux sociaux: paraître heureux. Et pourquoi c'est une obsession grandissante chez la majorité des jeunes comme moi, voire des générations d'après moi? Tout simplement parce qu'on sait aujourd'hui que notre image peut potentiellement devenir une marque et notre gagne-pain. Donc le fait de paraître heureux, ça s'inscrit dans la logique capitaliste de notre société et ça nous permet d'avoir nos chances d'avoir un travail grâce à ça, grâce au fait de paraître heureux. En témoignent les nombreux comptes Instagram de gens parfaits, avec des vies parfaites, et une famille parfaite, et des plats parfaits, et une apparence parfaite, et un bonheur parfait. Bon, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je ne sais pas ce que tu as pensé de cette revue, mais dans tous les cas, ça m'intéresse énormément d'avoir ton avis dans les commentaires. Comme d'habitude, si tu veux m'aider à être autonome financièrement et que je continue à faire mes vidéos telles que je les fais, avec mon personal branding incroyable, n'hésite pas à faire un tour sur mon Utip et à me faire un petit don. Même 1 euro, ça fait déjà la différence pour moi au quotidien. Et vraiment, merci infiniment aux personnes qui le font. Ça me touche beaucoup et je vous en suis infiniment reconnaissante. Dans tous les cas, j'espère que ce livre a pu t'intéresser, te titiller l'esprit, te pousser à une certaine réflexion. Moi, je l'ai adoré. J'ai trouvé qu'il était très pertinent et important en fait, parce que du coup moi j'ai un peu connu les deux extrêmes, comme tu peux le voir par rapport à mon évolution sur ma chaîne, mais bon, je ne crache absolument pas sur tout ce que j'ai acquis grâce au domaine du développement personnel et à la psychologie positive, loin de là. Je pense qu'il y a énormément de ressources qui sont super intéressantes, qui peuvent vraiment aider au quotidien, et qu'il s'agit en fait plus d'une question d'échelle, c'est-à-dire que si tu te focalises sur ta personne, en effet, il y a des choses, des ressources que tu peux utiliser dans ces domaines-là qui peuvent vraiment t'aider au quotidien. Mais d'un point de vue plus global et social, c'est vrai que ça pose des questions importantes, que ça alimente une machine que moi personnellement je ne veux pas alimenter, et donc voilà, je trouve que c'est intéressant de voir dans quelle mesure en fait on peut ou non puiser dans ces ressources, dans quelle mesure peut-être c'est en train d'évoluer, enfin bref. Plein de questions qui se posent par rapport à ça. On se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très fort.